table ronde, la première table ronde de cette matinée. Nous allons parler des bénéfices économiques liés à la transition écologique et je vais demander à tous les intervenants de venir me rejoindre et de venir vous installer sur scène. Alors nous avons Sébastien Bellone qui nous rejoint, direction transport du groupe Rocher. Vous êtes où, Sébastien Bellone? Vous êtes là. Romain Borini, directeur général des autocars Borini, vous êtes là au centre. Raphaël Plançon, ingénieur projet environnement chez Maufray. Merci de nous avoir rejoints également. Et Vassili Tafidis, directeur commercial Europe de l'entreprise Vena. Merci à tous. Donc voilà, pour prendre la parole, vous enlevez le masque si vous le souhaitez. Et on va commencer avec vous, Sébastien Bellone, d'Yves Rocher, qui est engagé dans les cosmétiques naturels depuis très très longtemps. Est-ce que vous faites aussi bien sur le transport que dans les cosmétiques naturels? Alors, vous allez prendre un micro chacun et vous le gardez jusqu'à la fin de la table ronde. Donc effectivement, l'ADN du groupe Rocher, il vient du naturel, de la nature pour les produits, du végétal. La partie transport logistique a été considérée comme quelque chose d'externe jusqu'à il y a quelques années, donc c'était pas là-dessus que le groupe appuyait, c'était sur les produits, les process industriels, les énergies utilisées pour faire tourner les usines. Et donc il y a 1 an et demi, on s'est lancé dans un vrai programme vert au niveau du groupe Rocher, qui m'a conduit à m'engager dans Fret 21 parce que j'avais besoin d'un vrai baromètre, de calculer exactement l'impact de mes actions, de façon externe à l'entreprise et de façon neutre, et qui me permettent aussi de dire cette action, elle est pas mal, mais finalement ne rapporte pas autant, celle-là est beaucoup mieux, donc de privilégier aussi... prioriser les actions. Prioriser les actions. Fret 21, pour faire simple, il y a 3 axes. Le premier, c'est optimiser et remplir les camions, donc diminuer le nombre de camions. Ça, pour un directeur de transport, c'est son métier de base, mais ça a un impact direct. Par exemple, on a réduit les fréquences de camions sur l'Allemagne. On était, pour notre réseau de magasins, on était un camion par jour, on passe à 3 par semaine. Ça fait 100 camions en moins qui font 1000 km en moins chaque année et une économie à la clé. On peut le dire ou pas, l'économie? On est dans le transport, mais grosso modo, un camion sur l'Allemagne, ça vaut à peu près 1000 €, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est des économies sonnantes et très du change. Ça, c'est mathématique, c'est ce qu'il y a de plus simple. De toute façon, à la base, c'est le métier de directeur de transport, donc il n'y a pas de surprise. Mais c'est vrai que là, il y a un enjeu vert qui pousse à aller encore plus loin. Autre moyen d'optimisation, c'est utiliser des camions à double barre qui permettent de mettre 2 étages de palettes et systématiser cet emploi de camions. Et en matière d'énergie alternative au diesel, qu'avez-vous mis en place? Alors ça, c'est le deuxième axe. C'est donc j'optimise mes camions, j'organise au mieux mes flux. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est je privilégie des énergies alternatives. Là-dessus, moi, j'avais un plan qui était de dire, donc Yves Rocher basé à Lagacy, c'est près de la forêt de Brocéliande. Je veux que le village soit propre, donc parce qu'il y a plusieurs usines, entrepôts autour de Lagacy, et j'enlève tout ce qui est diesel pour le remplacer par de l'électrique. Donc des tracteurs électriques. J'avais rencontré à l'époque une société française qui s'appelle Blyde, et donc ça c'était le premier plan. Je rends mon village propre, j'utilise de l'électrique. Parce qu'avant, j'avais des camions diesel, etc., qui me faisaient tous les transferts. Avec plusieurs avantages. Avec plusieurs avantages. Alors, si on s'arrête au prix du tracteur électrique, on se dit, on arrête tout de suite parce qu'il coûte 3 fois plus cher qu'un tracteur diesel. Mais tous ces projets verts font partie de projets d'optimisation qui sont aux alentours. Il se trouve que quand j'utilisais des poids lourds, j'utilisais des poids lourds extérieurs avec des chauffeurs extérieurs qui ne travaillaient pas toute la journée parce que les flux industriels, il y en a beaucoup le matin, il y en a un peu moins en milieu de journée, il y en a beaucoup l'après-midi. Et j'avais tous ces coûts extérieurs. Le fait de passer en tracteur électrique m'a permis d'internaliser la conduite, puisqu'il ne nécessite pas de permis de conduire,
m'a permis de commencer plus tôt le matin parce que le diesel est bruyant et j'étais limité au niveau de mes plages d'ouverture. Et donc d'économiser des remorques que je louais 700 ou 800 € à l'extérieur et qui, grosso modo, attendaient 7 heures du matin qu'on puisse les sortir. Donc là, je peux commencer à 5 heures du matin, je peux terminer à 21 heures. Et tout mis dans tout, en fait, j'arrive à une rentabilité, alors qui n'est pas gigantesque, parce que c'est pas non plus un projet phénoménal, mais le projet est rentable en partant d'un tracteur à la base qui coûtait 3 fois plus cher que le diesel. Mais effectivement, le verre nécessite un peu d'effort et de projets alentours qui permettent d'optimiser. Et puis également un projet, alors ça c'est pour un peu plus tard, un projet de station gaz. Ça c'est mon projet en cours. Oui, alors je suis un fanat du bio-GNV, je pense que je suis pas le seul. Il se trouve que j'ai une petite flotte en Bretagne d'une dizaine de tracteurs qui m'assure tous les échanges entre les usines et les plateformes qu'on a dans un rayon de 30 km autour de l'Agassiz. La Bretagne est assez courte en matière d'offres alternatives. Il n'y a pas de fleuve, le train est réduit à son minimum avec juste une liaison entre Rennes et Lyon. Bon, si Yves Rocher était dans le nord de la France, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à faire, mais là, il se trouve qu'on est géographiquement dans un endroit qui n'a pas beaucoup d'alternatives et non plus beaucoup de stations GNV. Donc c'est un projet assez long que je suis en train de finaliser, où en fait je vais me faire monter un gas skid, c'est-à-dire une station privée démontable que je mets sur l'un de mes entrepôts, qui va être calibré pour ma flotte de 10 tracteurs que je vais passer d'ici, donc à commencer par l'année prochaine et d'ici 2 ans, entièrement au GNV. Privé parce que c'est plus rapide à mettre en place. Privé parce que c'est plus rapide, parce qu'il y a des projets, donc là je parle de la ville de Redon, et la ville de Redon est très ambitieuse, ils ont des gros projets hydrogène, plus des projets gaz, mais ce sont des projets qui parfois mettent 3 ans, parfois mettent 4 ans, il y a beaucoup de problèmes de financement, et donc moi je me suis dit, je commence comme ça, et puis après, s'il y a une station publique, je m'y raccrocherai, quoi. Merci. Alors, on va revenir bien sûr sur ces thématiques. Raphaël Plançon, justement, avec Maufrais, vous avez été précurseur en 2012 avec un premier tracteur gaz. Vous avez été primé l'an dernier pour la mise en place d'une mutualisation très innovante entre 2 chargeurs aux activités très différentes qui n'auraient jamais pu se parler si vous n'aviez pas été là. Et donc, voilà, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne avec un peu de recul. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Alors, cette boucle et puis tous vos autres projets. Alors, comme le disait Isabelle Autissier, c'est beaucoup les femmes et les hommes qui naviguent sur des projets, que ce soit des projets environnementaux ou d'autres projets. Bon, ici, c'est un projet environnemental. On avait 2 clients, effectivement, on avait 2 clients différents. Je peux nommer, de toute façon, ils sont en photo, donc je peux les nommer. D'un côté, Norske Skog, de l'autre côté, Nestlé, Vittel, avec 2 activités complètement différentes, mais sur des flux qui pouvaient se combiner correctement. Donc, après discussion, il y avait deux convictions communes d'aller sur des projets environnementaux, de rouler un peu plus vertueux, d'un côté Norsk, de l'autre côté Nestlé. Et nous, on a été un peu la tierce personne qui a fait parler ces deux entreprises. On a regardé, on a étudié correctement les différents flux, aller-retour, pour faire en sorte que cette synergie soit la plus optimale possible. On a dû développer, tout à l'heure pareil, Madame Autissier a parlé d'innovation, on a dû développer une semi-remorque complètement différente qui n'existait pas pour qu'elle s'adapte correctement à ces 2 types d'activités complètement différentes, parce que d'un côté on avait du vrac, transporter du vrac, de l'autre côté transporter de la palette. Et on va dire que cette boucle vertueuse nous a permis de limiter complètement des kilomètres à vide. On fait peut-être quelques kilométrages à vide pour aller faire le plein sur une station de Lyon. Et donc toute cette boucle-là a permis. On a fait un test sur un véhicule et aujourd'hui on a 4 véhicules qui tournent au quotidien sur ce type de... Et voilà, ça continue. C'est au-delà du trophée, bien sûr, ça se prolonge dans le temps. Alors ça c'est un exemple, mais plus largement, le transport durable chez Maufrais, ça se concrétise comment? Alors, grosso modo, vous voulez que je parle un petit peu de notre démarche environnementale, qui existe depuis 2008. Grâce, je me retourne vers les gens de l'ADEME, mais je sais pas où ils sont un peu tous partout. Donc on est adhérent de la charte ADEME depuis 2008 et on a été labellisé depuis 2016.
On voit sur la photo un deuxième véhicule qui est un véhicule de notre centre de formation qui existe depuis 1997. C'est-à-dire qu'on fait de l'éco-conduite déjà depuis 1997. Alors faut pas se leurrer, hein, c'est pour faire aussi des économies de carburant. Ce n'était pas que sur un aspect environnemental. Mais suite à cela, on a mis en place des actions, diverses actions, donc sur l'éco-conduite, ensuite sur l'optimisation des véhicules, comme disait monsieur, avec des doubles planchers pour optimiser les chargements, éviter de rouler avec du vide, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est vrai que en 2012, on a été le premier transporteur à mettre un véhicule au gaz sur les routes. Et cette stratégie-là, on est amené à la continuer, notamment, je prends l'exemple là avec le Roi Merlin, où on roule avec de biogaz dans le 49. Et là, on a un gros projet, notamment avec, pareil, je vais nommer parce que c'est un projet intéressant. D'un côté, la mise en place d'une nouvelle station biogaz dans le Nord par Agriopal. Et là encore, c'est une discussion de gens qui ont des convictions fortes, parce que de l'autre côté, on a un client qui s'appelle Ekium. Donc c'est un cimentier pour qui, généralement, on parle souvent de gaz sur la grande distribution, parce qu'ils ont été acteurs pour mettre en place ce type de carburant alternatif. Mais aujourd'hui, on commence à voir d'autres acteurs qui n'avaient pas l'habitude de rentrer dans ce type de motorisation. Donc Ekium qui a une conviction forte pour après un test l'année dernière avec un véhicule GNV, qui veut lancer 4 véhicules au biogaz grâce à l'installation de cette nouvelle station qui va démarrer dans quelques semaines. Et là, sur 4 véhicules, on va économiser pas loin de 280 tonnes de CO2 sur une année. Alors, il y a des avantages en termes d'environnement, vous l'avez dit. Est-ce que, avec cette crise que l'on est en train de subir depuis plusieurs mois et qui va certainement se prolonger, est-ce que c'est un atout vraiment économique également, ces démarches ? Est-ce que c'est un atout en termes de différenciation, de prise de conscience ? Oui, enfin, on parle souvent de rentabilité sur les projets. Pareil, tout à l'heure, il y a à nouveau la personne de Laura Merlin a parlé de démarche RSE. Une démarche RSE, elle est globale. On peut pas tout de suite trouver la rentabilité la première année de projets environnementaux. Elle se fait sur le long terme, d'où des relations de confiance qu'on doit avoir avec nos partenaires. Donc voilà, il y a tout, en fait, une globalité, il y a une rentabilité, on va dire, interne, propre à l'entreprise par rapport à la mise en place de l'éco-conduite. Une éco-conduite permet d'entretenir correctement son matériel, de casser moins, d'avoir moins d'accidents de travail. Donc là, c'est un apport directement interne, et vis-à-vis de nos clients, des chargeurs, de nos partenaires, c'est sur la durée. Voilà, on peut trouver une rentabilité au bout de 4-5 ans lorsqu'on roule en gaz. Les véhicules sont tellement chers. Donc voilà, c'est... En tout cas, il faut le faire, sinon ce serait, si vous n'êtes pas engagé dans cette démarche-là, vous risquez de perdre cet avantage, en tout cas dans les 5 ou 10 ans à venir. Ah bah oui, parce que on va dire, il y a une je sais pas si on peut l'appeler comme ça, il y a aussi une rentabilité indirecte qui est sur l'image. Vous avez vu, là, à chaque fois qu'on met un camion gaz, on essaie de valoriser, de motiver les clients à ce qu'on communique sur les remorques. Parce que c'est bien de communiquer vis-à-vis du grand public, parce qu'entre nous, on discute énormément avec les gens de l'ADEME des tracteurs gaz, on discute énormément du gaz avec nos clients, les chargeurs, tout ça. Donc ça commence à être des sujets de discussion qui sont naturels entre nous depuis quelques années. Par contre, vis-à-vis du grand public, ça ne l'est encore pas beaucoup. Donc on a un peu ce rôle de sensibilisateur, quoi. Merci. Alors, on reviendra bien sûr vers vous. Vassili Tavidi, directeur commercial Europe de l'entreprise Vena, spécialisée dans le transport liquide alimentaire. Alors, avec tout ce que l'on vient d'entendre, comment ça se concrétise cet engagement et quels exemples ? Non, normalement, vous pouvez parler directement. On vous entend. Depuis le 19e siècle, nous opérons donc dans le domaine des transports de liquides alimentaires. 19e siècle, tout à l'heure, donc Isabelle Autissier évoquait le Moyen-Âge et les Romains. Ça rend responsable, de toute façon, donc, et nous arrivons, et je prends donc l'expression de mon convive ici, si j'ose dire présent, donc il évoque effectivement donc une philosophie RSE globale. Dans un premier temps, et ce qui nous préoccupe, c'est la santé publique et la sécurité alimentaire. Le climat est rentré immédiatement dans cette démarche depuis de longues années, si j'ose dire, et nous les protégeons en protégeant la terre, bien sûr.
Alors, comment ça se concrétise sur le plan des actions et de la technologie? 800 camions moteurs, et cela se voit, cela circule, cela pollue. Donc nous avons d'abord une action qui est très forte sur ce qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est-à-dire donc l'action sur du gasoil, sur donc des émissions carbonées. Nous faisons avec l'équipe de formation composée des 6 moniteurs aujourd'hui donc une démarche avec les constructeurs aussi qui vise d'abord à éliminer ou en tout cas à réduire à maximum donc les émissions de gaz. Donc sur le plan évidemment du principal de notre activité qui est effectivement encore le diesel, comme d'ailleurs c'est le cas partout. Des actions technologiques et avec des innovations sur des carburants, notamment je dirais donc biocarburants. Nous en avons 2 majeurs aujourd'hui, donc ils sont, je dirais, une réalité depuis 2 ou 3 années. Et très en lien avec le local. Les locales, donc plus particulièrement donc le carburant donc de 95 qui est issu donc des déchets je dirais du raisin, donc suite à un traitement donc, pour produire de l'alcool vinique. En Gironde. Donc en Gironde précisément. Donc ce qui permet effectivement donc d'avoir une action locale, régionale, dans un contexte assez large, puisque nous couvrons aujourd'hui avec 4 dépôts de carburant. Donc de 95, donc il y a une partie, un large territoire donc régional, ce qui favorise également l'économie circulaire. J'entends par là client producteur dont on transporte les produits finis, qui effectivement a produit le carburant qui est utilisé par nos camions pour effectivement circuler sur un vaste territoire régional, du nord au sud, du grand sud-ouest plus particulièrement. Dans un autre contexte, nous avons effectivement l'utilisation d'un autre carburant qui est connu d'ailleurs donc précisément, et c'est à base d'huile, bien évidemment, c'est plus dans le nord de la France. On a 2 carburants également, 2 dépôts de carburant qui permettent aussi de circuler localement dans un contexte de bioénergie que nous connaissons aujourd'hui, donc un peu plus qu'il y a quelque temps sur le plan technologique. Donc, nous couvrons donc une vaste partie du territoire avec un carburant des carburants, je dirais, donc qui sont nouveaux, qui ne sont pas forcément aujourd'hui suffisamment économiques par la TCO, pour parler donc avec un acronyme, puisque vous allez me poser la question, Karine. C'est ça, oui. Quel est l'intérêt économique de tout ça? L'intérêt économique n'est pas facial. Si on parle en termes de compte d'exploitation, c'est-à-dire donc en bas de ligne à droite, nous ne trouverons pas effectivement, comparativement ou facialement, avec un carburant, je dirais un peu plus basique et classique, donc notre compte, si j'ose dire. Mais donc les économies, en tout cas les retours, ne sont pas forcément économiquement immédiatement donc traduisible, mais on peut effectivement avoir donc un certain nombre d'autres, je dirais, retours, notamment l'image de marque, des aspects commerciaux, des aspects managériaux, des aspects effectivement qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ni non plus donc dans un contexte donc des comptes d'exploitation. J'ajouterai surtout la partie modale, c'est-à-dire l'intermodalité. Un transporteur routier qui parle donc de l'intermodal, donc c'est quelque chose donc qui est très important à considérer. Car aujourd'hui, donc, nous avons atteint un niveau qui couvre 20% donc, de nos affaires sur le plan effectivement de réalisation de transport, 220 000 transports par an, des charges complètes de spécialité, 20% intermodal à l'espace de 5 ans, des investissements lourds sur des conteneurs que vous voyez là, 200 conteneurs sur une flotte de matériel tracté d'environ 1100. Cela prouve effectivement donc, que nous évoluons dans ces domaines de mix énergétique et à la fois de mix modal. Alors je vous donne un exemple plus pratique, donc, je dirais donc qui traduit, en tout cas qui schématise concrètement ce que je dis là. Sur des axes nord-sud, nous avons des clients qui nous confient effectivement donc des produits liquides alimentaires et pauses alimentaires également. Sur un axe de 1000 km entre le nord de la France et le sud-ouest de la France, si j'ose dire, nous utilisons quasiment 100% donc des bioénergies et donc le rail. Donc, dans le cas de figure des transports industriels de spécialité, le dernier kilomètre, c'est 100 à 150 km. Et sur un axe donc, de 1000 km, il y a environ 200 km qui sont parcourus par du carburant, si j'ose dire, bio, et les 800 km par du modal. C'est du 100%, si j'ose dire, bioénergie et mode alternatif. Faut-il encore que le mot alternatif disparaisse? Car donc, que ça devienne la norme. Ça devient la norme. Donc, à force de dire qu'il faut un mode alternatif, il restera longtemps. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à cette question, passer donc à un mode principal. Mix énergétique et mix modal, c'est donc notre modèle depuis maintenant un certain nombre d'années qui est devenu, je dirais, donc une caractéristique et une approche automatique des appels d'offres et des approches de propositions envers nos clients.
Merci beaucoup. On reviendra également peut-être vers vous si on a le temps sur cette intermodalité ou d'autres sujets. Romain Borini pour les autocars Borini. Alors votre entreprise familiale de transport est située près de Chamonix. On a parlé tout à l'heure voilà, dans l'environnement assez pollué. Donc vous êtes vraiment en première ligne, extrêmement engagé pour lutter contre cette pollution. Elle a été créée par votre grand-père, cette entreprise, et elle fonctionne aujourd'hui avec un rythme hivernal un peu plus soutenu puisque vous assurez notamment les transferts vers les stations de ski. Et donc voilà, transition écologique, c'est évidemment un sujet qui vous tient à cœur. Oui, effectivement, étant natif de la vallée de l'Arve, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère Thierry Janaria, on vit malheureusement dans une vallée qui, de par sa géographie, accumule un peu les polluants de l'air, notamment les particules fines. Et donc on fait la une assez régulièrement, la une de la presse, en début d'hiver en général, pour nous aider à passer une bonne saison. Et donc, étant natif et vivant dans cette pollution, avec mon frère et ma sœur, on a toujours voulu s'engager et étant acteur de mobilité, ayant quelques véhicules sur la route, plutôt du diesel, on est vraiment convaincus qu'on doit être tous acteurs, comme le disait Isabelle en introduction, et donc entamer cette transition énergétique. Alors de quelle façon précisément? Alors, on a envisagé un certain mix énergétique. On a été un peu poussé il y a 1 an et demi par la région Rhône-Alpes-Auvergne pour effectuer tous les services scolaires avec du gaz. Donc, dans le dernier appel d'offres qu'ils ont lancé, ils ont imposé le gaz comme énergie. Et à vous de vous débrouiller derrière. Et à nous de nous débrouiller derrière. Avec une petite contrainte qu'ils nous ont soufflé à l'oreille. Il ne faut pas être plus cher qu'avec du diesel. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, ça vous a poussé à trouver une solution. Exactement. Voilà. Donc, on leur a simplement demandé de nous laisser libres sur l'organisation de ces services. Et donc, encore une fois, grâce à la concertation, ils nous ont laissé faire un peu notre métier, qui est d'organiser le transport. On a pu réduire un peu le nombre de véhicules, faire de meilleurs enchaînements. Et donc, aujourd'hui, on effectue tous les services scolaires de la vallée de l'Arve avec des autocars au gaz pour le même prix qu'on le faisait avant au diesel. Donc, c'est un avantage concurrentiel maintenant pour vous pour développer d'autres marchés? Exactement. Alors aujourd'hui, forcément, donc on s'est équipé nous-mêmes d'une station gaz. Quand on a une station, eh bien après on a envie de vendre du transport avec des autocars au gaz à tout le monde. Donc maintenant, dès qu'une consultation sort, forcément, on propose le gaz. Et étant toujours dans une vallée très polluée, le gaz est souvent retenu. Donc ça devient essentiellement un avantage concurrentiel d'avoir sa propre station, parce que la première station publique est à 50 km. Même si dans le transport, 50 km, c'est pas énorme, quand on exploite un petit réseau urbain, il est impensable de faire 100 km aller-retour pour faire le plein. Et pour réduire les coûts, vous avez aussi un atelier de réparation qui est internalisé, donc ça permet également d'être encore plus rentable. Oui, tout à fait. Pour les mêmes problématiques que la station, tous les garages des constructeurs sont plutôt éloignés de chez nous. Et donc, il nous semblait plus intéressant de limiter les kilomètres à vide et d'internaliser tout l'entretien. Donc c'est pour ça qu'on a investi aussi dans un atelier au Normatex. On a formé nos équipes, on investit dans notre propre station. Et oui, j'ajoute juste l'investissement dans une station est, je dirais, plutôt raisonnable dans des métiers comme les nôtres. On voit sur la photo, là, il y a un autocar à double étage. C'est à peu près le coût d'une station. Une station coûte entre 400 et 500 000 euros. Un car à double étage, c'est le prix d'une station? Oui, tout à fait. Ça coûte 450 000 euros hors taxe. Donc c'est un car à double étage ou alors 2 cars type scolaire. C'est des investissements tout à fait raisonnables pour des entreprises de transport. On a tous l'habitude de faire des investissements industriels pour vendre des services. Donc, et là, en plus, c'est un avantage concurrentiel et ça vous permet de répondre à des appels d'offres auxquels peut-être vous n'auriez pas répondu ou vous n'aurez pas remporté. Là, en tout cas. Vous n'aurez peut-être pas remporté. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. Je reviendrai vers vous. Comment financer? Alors, je vais commencer avec vous, Raphaël Plançon. Les investissements nécessaires à la transition vers ce mix énergétique décarboné. On a vu que pour l'instant, la colonne en bas à droite n'était pas très très avantageuse. Mais alors, comment on fait pour financer? Donc pour financer, il y a 3 leviers pour financer tout ceci. D'une part, il y a le fait il y a d'abord toutes les subventions de l'État, les aides de l'État. Il y a la déduction fiscale sur l'achat des tracteurs au gaz.
faut que ça continue. Je sais pas s'il y a des gens de politique ici, mais faut que ça continue vraiment parce que ça aide énormément les transporteurs. Il y a des dispositifs, notamment par exemple en Allemagne, qui donnent la gratuité des autoroutes pour les véhicules qui roulent au gaz. Tout ceci, ça nous aide énormément pour justement faire en sorte que sur le long terme, comme je vous disais tout à l'heure, il y ait un point de rentabilité par rapport lorsqu'on compare au diesel. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'on a, chez nous, on a un service qui est dédié aux études, notamment aux études gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont formées pour étudier spécifiquement tous les trajets qui sont au gaz. Parce que c'est bien beau d'avoir cette volonté de rouler propre, entre guillemets, mais il faut être sûr derrière que les résultats soient bons en termes environnementaux. C'est pas que pour avoir des belles semis, des belles images sur nos camions. Il faut que derrière, et puis c'est ce que nos clients il faut le prouver, nous demandent, il faut le prouver. Ouais. Et ça, c'est aussi un moyen, enfin, c'est grâce un peu au partenariat avec EcoCO2, où on a certains indicateurs qui nous aident justement à prouver que sur certains flux, on est vraiment éco-responsable. Le troisième levier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est cette relation de confiance qu'on doit avoir avec nos partenaires pour justement aller sur du long terme, sur des contrats à long terme. Aujourd'hui, on commence chez nous, chez Maufrais. Monsieur a parlé de stations gaz, donc on a investi également dans des stations gaz. On a d'autres projets. On commence à rouler au gaz sur nos propres véhicules, c'est-à-dire sur du transport à la demande, du transport spot, qui n'est pas contractualisé sur le long terme. On commence nous-mêmes à mettre des tracteurs au gaz, parce qu'il y a cette volonté de continuer dans cette énergie alternative, en attendant sûrement l'hydrogène. Mais voilà, il y a quand même des possibilités, grâce à l'installation, à l'implantation des stations qui sont quand même de plus en plus nombreuses, intéressantes. Nos petites stations privatives qui permettent de faire la jonction. Donc voilà, c'est un peu sur ces trois leviers-là. Les incitations fiscales, aujourd'hui, elles sont indispensables pour vous accompagner dans cette transition? Ah ben tout à fait. Oui, sans ça, alors faut que tout le monde joue le jeu aussi, hein, parce qu'il y a, je veux pas faire de polémique, mais il y a certains chargeurs qui essaient de se les procurer, ces incitations. Alors qu'elles sont nécessaires pour vous pour faire cette transition. Mais voilà, nous elles sont nécessaires parce qu'un véhicule, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, pour ceux qui ne le savent pas, un véhicule au gaz coûte à peu près, c'est bien parce que vous avez donné des ordres de grandeur tout à l'heure. Donc un véhicule au gaz, ça coûte à peu près 125 000 euros, alors qu'un tracteur diesel coûte dans les 80 000. Donc cette bascule des 40 000 euros supplémentaires, il faut bien qu'on puisse la trouver. Alors il y a le carburant qui est un peu moins cher, et c'est pour ça qu'il faut le long terme, du kilomètre, pour pouvoir avoir ce point de rentabilité. Ouais. Merci Sébastien Belon. On a vu l'importance d'être compétitif pour remporter des appels d'offres. Et vous, dans vos appels d'offres, est-ce que l'impact CO2 prend une place de plus en plus importante? Alors justement, on en a fait un cette année sur la distribution France. Donc on a 680 magasins en France qui étaient jusqu'alors essentiellement livrés en véhicules diesel et un tout petit peu en électrique dans le centre de Paris. Cet appel d'offres a eu lieu en 2 tours et on avait mis vraiment au même niveau le RSE, le prix, le service. On travaille avec des transporteurs que vous devez connaître, des grands réseaux de messagerie français ou franco-allemands. Issue du premier tour, très très décevante. Alors économiquement, ça tenait à peu près la route, mais par contre le verre, il y avait, à part, je te mets cette boutique dans le centre de Rennes en livraison à vélo. Enfin, il y avait des trucs rigolos, mais ça allait pas beaucoup. Ça allait pas beaucoup. C'était un peu anecdotique selon vous. Très anecdotique. Donc, j'ai rappelé l'ensemble des transporteurs en disant que le premier tour avait été raté et qu'ils n'avaient pas compris que le RSE, on voulait vraiment que ce soit pris en compte. Et donc, s'en est suivi, on a rallongé la période du deuxième tour parce que là, il fallait tout réétudier, tout revoir dans leur offre. Et ils sont revenus avec un mix de biogaz, d'électrique, d'oléo aussi. Tout dépend des transporteurs et des régions. Chacun est allé à ce qui était le plus simple. Par exemple, la Bretagne
Je l'ai mentionné, il n'y a pas foultitude de stations GNV, donc on a plutôt eu des solutions en oléo. Dans les centres-villes, Lyon, Paris, plutôt de l'électrique. Et pour le reste de la France, quasiment du bio-GNV. Et on était donc à une distribution propre de 6% de nos magasins, on passe à 58% en un an. Donc là, la démonstration est faite que plus les transporteurs s'engagent tôt dans cette transition, plus il y a un avantage concurrentiel pour remporter des appels d'offres, parce que vous n'êtes pas le seul, j'imagine. Non. Et un transporteur, en tout cas à la fin de l'appel d'offres, avec qui on avait bien discuté sur le résultat du premier tour, m'a dit, écoute, heureusement que tu m'as un peu poussé, parce que maintenant tous les appels d'offres qui viennent de nos collègues type Danone, L'Oréal et autres sont sur le même modèle. Et je pense que c'est par les industriels que le changement va vraiment venir. On arrive presque à la fin de cette table ronde. Quelques mots sur l'intérêt, Sébastien Bellone, du programme Eve et Fred 21. En particulier, on a vu l'importance de la mesure pour éviter le greenwashing. C'est vraiment c'est une aide. Oui, clairement. Je pense qu'on se mesurer soi-même, ça rime à rien. Alors, au-delà d'avoir une mesure externe, ils fournissent quand même aussi tout un outil pour se mesurer, parce que au début, quand j'ai voulu faire du verre, je suis allé sur Google, j'ai regardé comment calculer avec plein de méthodes différentes. Je me suis dit laquelle est la bonne. Et là, on a un vrai fichier qui permet non seulement de calculer l'impact de nos actions, mais de simuler. Pendant mon appel d'offres, j'ai simulé les retours que j'avais des transporteurs en disant là je passe à 15%, là je passe donc c'est très pratique. Merci. Juste un mot, Romain Borini, vous avez envie d'aller plus loin alors on a parlé de l'importance d'avoir un gaz local. C'est votre projet, alors pas n'importe lequel. Oui, tout à fait. Le gaz c'est très bien pour notre vallée, c'est 97% de particules fines en moins. En revanche, le gaz aujourd'hui c'est toujours une énergie fossile, et ça faut pas l'oublier. Je pense que la grande vertu du gaz, elle réside dans le fait que c'est une énergie très simple à produire, mais vraiment très très simple. Et dans nos montagnes, on n'a pas que de la pollution, mais on a aussi des vaches qui font d'excellents fromages, il y a du Reblochon, du Beaufort, on aime tous ça. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il suffit de s'associer avec les agriculteurs, et en prenant les excréments de ces vaches, le gaz se produit très simplement avec une biométhanisation. C'est encore un investissement à porter. Comme on est plusieurs jeunes dynamiques dans notre région, on s'est associé avec un agriculteur, un paysagiste, pour fabriquer cette biométhanisation afin que tous nos autocars au gaz, nos 19 autocars au gaz, circulent grâce aux vaches de nos villages. L'hydrogène, ça vous tente aussi ou pas? On n'a pas parlé encore d'hydrogène, c'est pendant beaucoup trop longtemps, c'est ça? L'hydrogène, alors aujourd'hui, je ne sais pas trop dans le camion comment ça se passe, mais dans autobus plutôt, il y a une ville qui est Pau, qui circule avec des autobus à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est une énergie extrêmement onéreuse parce que les véhicules on est vraiment sur des prototypes. Je pense sincèrement que ce sera l'énergie de demain, dans 15, 20 ans, on ne sait pas exactement, mais c'est certain que c'est une énergie hyper vertueuse dans le sens où ça permet de stocker l'électricité qu'on n'utilise pas la nuit. C'est une manière de stocker l'électricité pour ensuite, avec une pile à combustible, donc c'est intéressant, mais c'est pas complètement mûr encore. Bon. C'est ça. Ok. Vassili Tafidi, je vous laisse conclure cette table ronde. S'il y a une action qui vous semble peut-être la plus économiquement rentable pour ceux qui nous écoutent à mettre en place selon vous dans le transport, quel conseil vous donneriez pour se lancer dans cette transformation? C'est une conclusion et une vaste question. Mais c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, vous avez une minute. La question me répond effectivement donc une valeur que je n'ai pas. Non. Les incitations, disons donc l'expression engagement, donc qui est effectivement le mot qui nous réunit aujourd'hui, est avant tout une conviction. Nous sommes convaincus aujourd'hui que la transition écologique n'est pas uniquement donc une vaine parole ou une vaine expression, mais c'est une réalité que nous vivons. Il se trouve que dans nos métiers, donc des transports de spécialité, nous transportons la terre et ses produits. Alors, je n'ai pas de message particulier à donner sur le plan, je dirais donc général ou philosophique. Sur le plan économique, je dirais que donc nos affaires ne pourront effectivement donc avancer en général, je parle, que si le développement est commun et les engagements sont communs. Le message que je parle, je pense que donc mes confrères l'ont également passé tout à l'heure. Ce sont des engagements multiples. C'est une somme d'engagements en général qui doit donc faire avancer donc le sujet plus particulièrement donc sur le climat.
et évidemment apporter quelque chose de durablement économique. L'aspect économique, je dirais, le retour économique ne pourra donc être, comment dirais-je, réalisé que par les engagements vraiment de tous les acteurs, donc à commencer par les chargeurs et jusqu'au consommateur final, bien évidemment. C'est tout un écosystème qui est concerné, vous l'avez tous très très bien illustré. Un grand merci à vous tous. Et j'ai juste un message, toutes ces questions, ces sujets seront également abordés en Occitanie à Toulouse le 14 octobre sur les rencontres de la logistique décarbonée. Et vous avez tous les renseignements sur ces rencontres à venir sur le programme EVE sur le site internet. Bravo à tous les quatre pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup.